Voilà. J'espère que ça passe déjà bien là. Hey! Voilà. J'espère que ça passe déjà bien là. Et qu'il n'y a pas de problème. Voilà, je pense que c'est déjà bien. J'essaie de mettre le volume là. Voilà. Un instant là. Voilà, c'est bon. Ok. Les gars, partagez. Voilà. Rapidement là. Salut Ramos, salut Futuriste, salut Christine Onana. Salut à tous ceux qui se connectent. Salut à Vicky, salut à Maurice, salut à David. Oh. Voilà. Je vais un peu essayer de partager sur ma deuxième page là, voir. J'espère que ça va s'ouvrir rapidement là, parce que voilà, il y a toujours des petites difficultés. Partage un peu sur ma deuxième page. Salut Genevois, Maurice Botoué, salut Prince. Salut à tous ceux qui se connectent. Oh. Salut Stéphane, salut Rien. Salut Samuel. Salut Manga Liberté. Salut ici, ceux qui sont sur ma deuxième page de notre président. Alors, regarde, partagez rapidement. De notre président. Salut, sans rival. Salut, Prince. Bon, je vais essayer de balancer à une personne là. Comme ça tue un peu de monter. Les gars, vous partagez rapidement, vous balancez rapidement. On veut Camto. On veut Camto. On veut Camto. Salut Rosalie, salut également à John, salut à Duclos, salut à Blondel Camto, à tous ceux qui se connectent. Partagez et repartagez encore. Notre président. Vous partagez rapidement à partir de 250, 300, on va lancer ce soir. Je mets le volume. Oh, on me Camto.
élu, vous restez tranquille, ne mettez même pas Kamto là-bas. Parce que le seul fait que vous mettez président élu, les gens veulent attraper la crise cardiaque. On veut Kamto. Président. On veut Kamto. Salut William. Salut Isabelle Nembo. Salut également à Eric Michel Tokan. Salut à tous ceux qui se connectent. Salut Eric. Salut Junior à Tangana. Salut à vous tous. John Zazou. Salut Blondel. Salut également à Amélie. Salut à tous. Paul Manga, salut également. Notre quotidien du soir, bien sûr. Et on annonce toujours avec cette belle musique. La musique, salut également sur la deuxième partie à Mary Jane. Je vais tout faire pour vous regarder de temps en temps ce soir. Salut à Salif. Salut à Peuple du Nouveau. Oui, salut à Nas Nati. Salut Joseph Eto. Merci. Voilà, je vais arrêter et on va commencer maintenant. So, je vais voir comment je vais arrêter pour que nous puissions lancer. Je ne peux pas vous laisser attendre si longtemps. Vous voyez un peu. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour d'après votre position géographique et bienvenue chez Martin Tajou officiel. Bienvenue dans le cadre de ce grand débat politique. Cette émission qui nous réunit chaque soir à partir de 21h, heure de Berlin, pour que nous puissions partager, en tout cas ensemble, quelques points spirituels, comme le disait quelqu'un, pour que nous puissions changer cette émission qui me permet en quelque sorte d'entrer en interaction directe avec vous chaque soir. Et question de continuer, n'est-ce pas, notre contribution dans la perspective d'éveil de conscience et dans le sens, en tout cas, de laisser les Camerounais toujours éveillés, de les mettre au parfum de l'information et bien entendu, de continuer ce combat sans relâche jusqu'à la chute, n'est-ce pas, du dictateur M. Biya. Bonsoir une fois de plus et bienvenue. Ce soir, nous allons nous appesantir autour de deux sujets principaux et bien entendu, sans oublier, oh, il faut que j'arrête d'abord, j'ai ouvert mon WhatsApp depuis là, il faut que je le ferme d'abord, sinon les gens vont croire que je suis en live et ils vont nous perturber. Donc comme j'étais en train de dire, nous allons discuter autour de deux sujets et bien entendu, un autre sujet, c'est la rencontre, n'est-ce pas, du président élu à Paris. Et bien entendu, un second sujet que j'ai introduit ce soir. Vous savez que chaque soir, j'ai cette particularité à apporter toujours quelques ingrédients nouveaux. Et j'ai décidé d'avoir toujours mon bic et un petit bout de papier. Non, il ne voit pas. Et mon petit bout de papier avec moi lorsque j'intègre un élément nouveau, n'est-ce pas? Et cet élément nouveau, c'est une réflexion que nous allons mener autour de cet état en tout cas d'Amazonie, pour voir si réellement, au vu de la constellation de la météo sociopolitique, est-ce que l'État d'Amazonie va droit vers une indépendance? C'est une question que nous allons répondre, à laquelle nous allons répondre ce soir. Mais avant de commencer, il y a une chose que je voudrais dire. Ce matin, bon, cette vidéo a été enlevée, je ne sais pas pourquoi. J'ai donné un peu les prémices. Parce qu'aujourd'hui, il y avait les militants, n'est-ce pas, du MRC qui devaient être entendus au niveau du tribunal des Kounou. Ok? Et bien, il y avait leurs amis politiques qui sont allés là-bas et généralement, comme dans le passé, comme toute audience, lorsque les amis politiques arrivent au tribunal, ils ont l'habitude soit de filmer, soit en live, soit de prendre des petites vidéos ou tout simplement de faire des photos et d'envoyer dans la toile pour que les gens puissent entrer, en tout cas au parfum de l'état de santé, de l'état physique, n'est-ce pas, de ses amis politiques. Ou, je dis amis politiques, c'est comme ça qu'ils les appellent, les AP, ok? Mais aujourd'hui, ils sont arrivés devant le tribunal et les prisonniers politiques sont arrivés dans leur car et lorsqu'ils descendaient, ils ont essayé de filmer. Et donc, il y a eu cette violence-là. Les gardiens de prison ont commencé à les violenter parce qu'on voulait les interdire de filmer. Et chose curieuse, il y a certains prisonniers, parce qu'ils étaient mélangés, qui se sont lancés également dans cette violence et ont aussi violenté, n'est-ce pas, les prisonniers politiques, les gardiens de prison, pour récupérer leur téléphone et leur remettre. Et c'est comme ça. L'idée que je voudrais passer derrière, c'est que la fois passée, lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle des mutineries à la prison centrale, Mamadou Mota, dans sa perspective de pacification, dans sa perspective de recherche de la paix,
est sorti et a tenté de mettre un peu d'accalmie. Et c'est sur ces effets, ou bien c'est sur cette affaire-là, que le juge s'est appesanti, s'est appuyé pour condamner Mamadou Mota. Donc Mamadou Mota n'avait pas été condamné parce qu'on l'a arrêté en train de marcher pacifiquement, mais plutôt sous des allégations un peu du genre, non, Mamadou Mota aurait participé aux mutineries à la prison centrale. C'est Mamadou Mota qui serait à l'origine de ça. Pourtant, c'était faux. Ok? Parce qu'on les détenait, on n'avait pas encore trouvé des moyens nécessaires, des preuves, des éléments de preuve pour les condamner. Donc, ils étaient obligés à la dernière minute de s'appesantir sur ces allégations fausses, sordides, malhonnêtes, fabriquées, ok? Pour condamner Mamadou Mota. Donc, nous exigeons sa libération immédiate. Ça, c'est une chose. Donc, ils vont encore, et là, je lance la lettre, profiter de cette affaire aujourd'hui qui s'est passée devant le tribunal de Kounou pour tenter, ok, d'imputer, ok, à ces amis politiques-là des faits dont ils ne sont pas coupables. Voilà ce que je voudrais dire. Il ne faut pas qu'on soit dans un état gendarme. Restons dans un état où on ne doit mettre quelqu'un en prison, on doit corriger quelqu'un dans une cellule que lorsqu'il a commis, ok, des actes, un délit, un crime, ok, mais on ne peut pas arrêter les manifestants pacifiques, on les arrête et on les détient illégalement et leurs amis, parce qu'on a filmé quelque chose, on a filmé là, vous les violentez et après, vous irez dire que non, ces prisonniers politiques-là ont violenté les régisseurs de prison, les gardiens de prison et comme quoi, on va les condamner. Donc, nous tirons sur ça pour qu'ils n'arrivent pas à opérer cette sale besogne-là. Nous connaissons déjà. Ça, c'est une chose que je voudrais vous dire. Parce qu'ils sont en train de faire, je vais vous dire un truc. Pendant qu'ils sont en train de transformer le Cameroun en un État gendarme, j'ai envie de vous dire que pendant ce temps, le monde avance. Pendant ce temps, les grandes puissances avancent. Pendant ce temps, les gens développent des technologies. Ok, envoient des satellites au ciel. Ok, et entre-temps, qu'est-ce que nous faisons? On est là, on transforme l'État en État gendarme. Mesdames, messieurs, chers camarades, je vais vous dire un truc. L'État d'Israël est un État qui a connu des conflits. L'État d'Israël est un État qui a connu des guerres scandaleuses, ok, des conflits fratricides. C'est un État qui, sur un désert, a réussi quand même à opérer des mystères et des miracles économiques. Ça, ce n'est pas tout. Si vous vous tournez vers, je ne sais pas, on va encore évoquer quel État, peut-être la Chine. La Chine, dans les années 30, 40, 50, est au même pied que le Cameroun. Mais aujourd'hui, regardez la Chine. La Chine a fermé ses frontières, s'est appuyée sur sa diaspora pour construire la Chine. Aujourd'hui, la Chine est une puissance économique, la première mondiale. Entre-temps, où est le Cameroun? Alors que la Chine a été colonisée comme le Cameroun. Si on quitte là-bas, j'arrive à l'Inde. Regardez par exemple la Malaisie, le Singapour. Regardez ces pays qui ont été colonisés au même titre que le Cameroun. Regardez où ils sont aujourd'hui. Le Singapour, sur l'eau, a réussi à bâtir, n'est-ce pas, un pays, à développer une économie. Aujourd'hui, ils ont une référence au niveau de la logistique. Pourtant, ce pays est construit sur l'eau. Où en est-on? Où en est-on aujourd'hui? Après les indépendances, on va toujours passer au temps à s'auto-victimiser. Si je laisse ça et que j'arrive au niveau du Japon, j'ai envie de vous dire ce soir que le Japon a essuyé une catastrophe pas possible. Les Américains ont largué une bombe atomique d'une puissance dévastatrice, j'allais même dire au-delà de la norme. N'est-ce pas, la bombe atomique qu'ils ont larguée à Nagasaki et à Hiroshima, respectivement le 6 et le 8 août 1947. D'ailleurs, Albert Einstein, à travers sa théorie de la relativité, de sa relativité, a réussi même à démontrer, décortiquer, démonter et expliquer scientifiquement l'équation de la bombe atomique que les Américains ont larguée là-bas. Et qui a détruit Nagasaki, dévasté complètement Hiroshima, et qu'aujourd'hui, après 70 ans, ou bien environ 70 ans après, le Japon, regardez, c'est une puissance. Le Japon a sa place au Conseil des Nations. Ce pays a eu des guerres qu'aucun autre pays n'a eu, dans son territoire. Aujourd'hui, au Japon, lorsqu'on accouche un enfant, les oreilles sont au niveau du nez et le nez est derrière la tête. Les yeux sont au niveau de la bouche. En fait, tous les éléments au niveau facial sont complètement déformés. Toujours les séquelles de cette bombe atomique. Mais entre-temps, le Japon a réussi, malgré ce passé, en tout cas marqué par des guerres, à se développer jusqu'aujourd'hui. Et on voit la place du Japon. On ne peut pas parler fort au Japon. Comprenez, on ne peut pas parler fort au Japon. Entre-temps, où est le Cameroun?
Où est le Cameroun? Qu'est-ce que nous faisons? Je peux évoquer la Corée du Nord. Je peux évoquer la Corée du Sud. Là, ce sont des éléments, les faits. Je vous ai dit que je vous parle sur la base des faits. Matin, je n'invente pas. Je n'invente pas. Je fais un constat. Si vous voulez, même une constatation, si vous voulez. C'est une reproduction de la réalité. Basons-nous sur les faits. Lorsqu'on dit que quelque chose va mal, basons-nous sur les faits pour prouver à ce régime qu'il ne fait rien. Ça ne sert à rien de transformer notre pays en un état gendarme. Tout simplement parce qu'on veut conserver un pays par tous les moyens, y compris la force, la violence, l'intimidation. Je dis non. Je dis non. La Corée du Nord et la Corée du Sud. Mais on parlait des deux alors que c'était un seul pays. Et se sont divisés pourquoi? À cause de la guerre. C'est la guerre qui a divisé ces deux pays. Mais aujourd'hui, regardez. Regardez Kim Jong-un, on va dire que oui, il est monté, il est dictateur. Mais entre-temps, là, regardez comment son pays est construit. Regardez. Et avec la bombe qu'il développe, est-ce que les États-Unis peuvent parler fort à la Corée du Nord? Zéro, même avec leur base aérienne qui est implantée dans la Corée du Sud, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire, ils ont peur. Parce que ce pays-là, malgré les guerres qu'ils ont traversées, ils ont réussi quand même à travailler, à mettre le génie en marche, à travailler la mentalité pour pouvoir développer l'infrastructure. Parce que le développement infrastructurel passe d'abord a priori par le développement mental. Il nous faut déjà cela. Comme le disait Ebenezer Djomole dans son livre intitulé « De la médiocrité à l'excellence ». Que le développement des pays ne devrait passer d'abord que par le développement intellectuel, le développement mental. C'est-à-dire que si on ne lève pas d'abord la conscience, on ne pourra jamais développer les infrastructures. Si la mentalité est complètement désaliénée, eh bien, en 3 ans, on peut développer tout un pays, on peut construire toutes les routes. Parce que si on a une bonne moralité, on ne peut pas détourner. Et c'est parce qu'on détourne qu'on ne construit pas les routes. Et dans ces pays-là, pour se construire, ils ont compris que il faut d'abord désaliéner les mentalités. Il faut d'abord le civisme, il faut la moralité, il faut l'éthique, la déontologie morale, il faut respecter. Ok, les règles. Il faut respecter les normes que nous mettons sur pied, n'est pas voler, n'est pas détourner. Et se battre pour le devenir d'une nation. Une fois qu'on a intégré ces règles-là, ces principes-là, le développement s'ensuit automatiquement. Vous comprenez? Donc voilà autant de pays que je peux prendre comme exemple ce soir. Le Nigeria est à côté de nous, le Ghana est à côté de nous. Je peux même vous donner un autre élément. Le Botswana qui était jusqu'en 1966, parce que le Botswana a eu son indépendance, c'était l'un des derniers pays d'Afrique à avoir son indépendance. Ok? Le Botswana était jusqu'en 1966 encore économiquement dépendant de l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, avec le seul diamant qu'ils ont eu, eh bien, le président, je pense que c'est sur le président Lankama, qu'ils ont réussi à nationaliser la société canadienne qui exploitait le diamant au Botswana. Eh bien, le président Lankama avait exigé à cette société désormais d'extraire le diamant sur place, de travailler sur place et de transformer sur place. Avec ça, ils ont réussi à embaucher des jeunes, ils ont offert des centaines d'emplois. Je peux me dire des milliers d'emplois, ok? Au Botswana, ils ont offert des milliers d'emplois aux jeunes. Désormais, ils ont envoyé des jeunes, toujours avec l'argent reçu en raison, n'est-ce pas, de l'exportation de ces diamants. Ils ont envoyé des jeunes se former, ok, au Canada. Et les mêmes jeunes se sont formés dans l'entreprise. Ils ont produit des ingénieurs qui peuvent désormais eux-mêmes transformer, travailler leurs diamants. Et ça, c'était à cause d'un président nationaliste. Vous avez compris? Et ça, ce n'était pas tout. Le Botswana a réussi encore en même temps à... Parce qu'il a compris que pour rester attractif, il faut diversifier son économie. Ils ont travaillé la faune. Aujourd'hui, eh bien, le tourisme au Botswana, il n'y a pas sa référence en Afrique. J'ai envie de vous dire cela. Regardez à côté le Ghana. Eh bien, le Ghana, le Rwanda, j'allais dire. Le Rwanda a connu, ok, l'un des génocides les plus scandaleux, criards de l'humanité. Avec plus de 800 000 morts, chiffre officieux. Mais on sait qu'officiellement, non, chiffre officiel, mais on sait qu'officieusement, c'est presque 1 million de personnes qui sont tombées. Il y a entre-temps. Regardez là où ils sont aujourd'hui. Ils ont réussi à se développer. Et donc, le Cameroun, on ne doit pas passer le temps à s'auto-victimiser. Ok? On ne doit pas passer le temps à s'auto-victimiser. Parce que là, s'il n'y avait pas des détourneurs, les voleurs, les gangsters politiques à la tête de nos États, nous n'en serons pas là. On va passer le temps à incriminer la France. Où est passée la CONAC, par exemple?
Où est passée l'opération Épervier? Toutes ces institutions qui étaient chargées, ok, ces organismes qui étaient chargés au niveau du Cameroun, à mater la corruption, à mater le détournement. Ces institutions sont passées où? On a l'impression que ceux qui travaillent là-bas sont, en tout cas, nommés par les mêmes corrupteurs et les mêmes détourneurs, les mêmes criminels à col blanc. Raison pour laquelle, une fois à la tête de ces institutions, on ne travaille plus. Les laisse se balader à l'air libre. Mais avec ces mentalités, vous pensez qu'on va se développer comment? On va se développer comment? On ne peut pas. Zéro. On ne peut pas se développer. Et donc voilà ce que je voudrais vous dire en quelque sorte, en guise de prolo. Et donc, revenons un peu sur la thématique que j'ai titrée ici en disant que, ben, est-ce que ce qu'on est en train de voir concernant le problème anglophone, chers camarades, est-ce que, tel que la situation se présente, ne sommes-nous pas en train de nous avancer là droit vers une indépendance? Lorsqu'on constate la météo sociopolitique, lorsqu'on observe la constellation de la chose sociopolitique au Cameroun, est-ce que nous ne sommes pas en train de nous diriger là tout droit vers l'indépendance de cet État, de l'État d'Ambazonie? Il y a lieu de se poser une question. Je dirais oui, en ce sens que si le gouvernement de Yaoundé, si le régime de Yaoundé continue toujours dans sa médiocrité, dans son arrogance et dans sa perspective d'intimidation à prendre les solutions qu'on propose et de mettre dans le tiroir et fermer, mais nul n'est sans ignorer que à lire cette situation, eh bien, en allant organiser cette souillure électorale, ils sont en train d'ouvrir carrément la voie vers cette indépendance. Puisque le fait est là, de façon méthodique, je peux vous dire, quand est-ce qu'on dit qu'un État est indépendant? Pour qu'un État soit autonome, pour qu'on prononce ou on proclame l'indépendance d'un État, ok? On peut juste s'appesantir sur quelques éléments. Je peux peut-être m'appuyer sur 3 faits, sur 3 aspects pour vous expliquer. Territoire, un territoire, une population, l'armature, la souveraineté. Les 3 là suffisent, mais ne vous dérangez pas, je vais vous expliquer. Je parle du territoire et de la population en quel sens? Je sais que là, je suis en train un peu dans une méthodologie. Je sais, ça va être un peu difficile. L'État doit simplement disposer d'un territoire. Et à l'intérieur de chaque territoire, il faut tout simplement les individus, les hommes, les êtres humains qui forment une population. Ok? Et donc, ensuite, l'État doit être capable de créer, ok, au sein de son territoire, un véritable consensus, au moins au sein de la majorité de sa population. Une fois que c'est fait, au sein de ces habitants, de ces populations du dit territoire, eh bien, le même territoire doit avoir les frontières, les limites. Chaque moment quand je parle, regardez donc, si le nord-ouest ou le sud-ouest n'ont pas les caractères que je suis en train de vous donner. Donc, l'État doit avoir ses frontières, l'État doit être délimité, ok, du nord au sud, de l'est et à l'ouest. Et enfin, pour que cet État-là soit en quelque sorte fiable, crédible, cet État doit être accepté et acceptable par les populations qui y vivent et qui s'y connaissent, et qui, en tout cas, ils se reconnaissent en cet État. Une fois qu'une population ne se reconnaît pas en un État, là, ça veut dire que cette population se reconnaît à un autre État. Et par extension, ils vont chercher leur indépendance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai dit concernant l'armature, c'est quoi l'armature? L'armature, c'est un système politique. L'armature, c'est on va dire une armée, bon, une armée conventionnelle, une armée non conventionnelle, mais une armée quand même. L'armature, c'est une bureaucratie, c'est une hiérarchie. L'armature, c'est en quelque sorte un système juridique. L'armature, ce sont des symboles. Enfin, l'armature, c'est quoi? Ce sont également des collectivités territoriales à l'intérieur, les petites collectivités à l'intérieur de ce territoire. Donc, et toutes les collectivités territoriales, y compris les individus, doivent respecter cette armature-là. Ok? Donc, ça c'est une chose. La population doit se soumettre à l'armature. Je vais vous dire où je vais en venir. Ça c'est un second point. Un troisième point, pourquoi on parle d'un État indépendant? C'est la souveraineté. Un nouvel État, une fois proclamé, doit immédiatement acquérir sa souveraineté. Il est souverain à l'intérieur, ok, de ses frontières jusqu'au dernier millimètre de son territoire. Il est souverain. En d'autres termes, je vais vous expliquer, cet État devient autoritaire et même acquiert une autorité suprême et incontestée sur le plan international. Donc,
il doit être reconnu sur le plan international par des communautés, parce qu'on appelle les communautés d'État. Ok? Et être traité à part égale. Donc, une fois que j'ai dit cela, j'ai donné ces 3 points pour qu'on reconnaisse la souveraineté et l'indépendance d'un État. Regardez maintenant le nord-ouest et le sud-ouest. Est-ce qu'il n'y a pas une population? Est-ce qu'il n'y a pas les frontières? Est-ce qu'ils n'ont pas un système juridique? Est-ce qu'ils n'avaient même pas leurs propres institutions avant que ces institutions soient complètement bouffées par la partie francophone? Est-ce qu'ils n'ont pas l'armée? Que l'armée soit conventionnelle ou non conventionnelle. Est-ce qu'il n'y a pas l'armée? C'est ce qu'on constate. On va dire armée ambazonia, armée ceci, mais ils ont quand même l'armée parce qu'il y a l'équilibre de la terreur. Il y a 2 forces en présence. Donc à partir de ces éléments, ils sont capables de dire maintenant qu'ils ne reconnaissent pas, ok, le Cameroun comme étant leur État. Ils reconnaissent l'Ambazonie, ils veulent leur indépendance. Et à partir de cet instant, il y a une forte possibilité qu'ils puissent acquérir cette indépendance. Du moins si M. Biya fait un forcé et il part organiser, ok, sa souillure électorale. Une fois le faire, la Grande-Bretagne monte en puissance et dit que ok, on va reconnaître son indépendance. Voilà pourquoi j'étais en train de vous décrire les 3 éléments nécessaires qui font qu'on puisse savoir qu'un État réclame son indépendance et est indépendant. Est-ce que la population du nord-ouest et du sud-ouest, est-ce qu'ils se reconnaissent, est-ce qu'ils se reconnaissent encore, est-ce qu'elle se reconnaît autant pour moi encore comme étant partie intégrante de la partie francophone? Je dis non. Elle ne reconnaît pas la partie francophone et par conséquent avec son indépendance. Et donc M. Biya a en quelque sorte une dernière chance. La dernière chance que M. Biya a, c'est justement de laisser à chaque région son autonomie. C'est de laisser à chaque région son autonomie. Mais s'il loupe cette dernière chance-là, le Cameroun est allé droit vers la division, vers la séparation, vers la sécession. Donc, en quelque sorte, ils sont en train de nourrir la sécession sans savoir que c'est la sécession qu'ils sont en train de nourrir. En voulant combattre la sécession, ils sont en train de nourrir la sécession. La preuve en est que s'ils accordent un fédéralisme, allez, le lendemain directement, vous allez voir que tout va s'arrêter là. Ça va s'arrêter parce que les gars ne veulent que leur autonomie. Ils ne veulent que leur autonomie. Salut, bas. Donc si Yaoundé s'amuse, eh bien, le nord-ouest et le sud-ouest va proclamer son indépendance. Et tout ce qui restera, c'est juste que cela soit reconnu sur le plan international. Tout comme le Mali, le nord du Mali l'a fait. Ce fut le cas au Mali, hein, pour ceux qui ne savent pas. D'ailleurs, hier, j'ai posté une vidéo sur ma 2e page parce que cette page est bloquée. Et la fréquence des vidéos est complètement réduite depuis un bon nombre de temps. Donc, je ne peux pas publier. Mais la fonction l'a fait là. Ce fut le cas avec le Mali. Et cette vidéo que j'ai mise sur ma 2e page, à Matin Tâche officielle 2. Mais revenez sur l'indépendance du Mali, notamment du nord, le nord du Mali. Ok? Notamment le nord du Mali, qui a proclamé son indépendance. L'État d'Azawad, situé au nord du Mali, ok, qui avait officiellement proclamé son indépendance après un vaste mouvement de contestation, où il y a les populations qui ont pris encore les armes comme ça. Je pense c'est près de Tombouctou, au nord du Mali. Vous connaissez Tombouctou, en tout cas l'université de Tombouctou. C'est l'un des sites même touristiques. Ok? Et donc, aujourd'hui, le Mali est divisé en 2. Toujours parce qu'on a eu des dirigeants arrogants, condescendants, avec un mépris, un auteur pas possible envers leur population. Ok? Et donc, si c'est ce que Yaoundé veut, eh bien, je n'ai rien à dire. Qu'ils continuent, ils verront donc, le Cameroun s'est divisé. Ok? Donc voilà une chose que je voudrais dire. Une autre chose concerne le grand meeting du président Maurice Kamto. Ok? Pour terminer ce soir. Le meeting de Paris. Le meeting de Paris. Il me semble que très peu de gens sont en train de communiquer sur cette affaire. Ça fait au moins déjà 2 semaines qu'ils ont annoncé. Et chaque soir, je remue les méninges, je remue le cerveau pour y revenir tous les soirs. Mais vous, les communicants, prenez en compte, organisez vos communications, parlez de ça. C'est ça qui doit nous occuper. Parce que c'est l'événement qui est actuel. Sinon, quand je regarde au niveau de la diaspora, je ne vois pas un événement qui est organisé actuellement.
Ce n'est que ça qui devait marcher dans la toile. Hein? C'est l'arrivée du président Maurice Kamto qui devait marcher dans la toile. Monsieur Biya est venu plusieurs fois nous larguer à Paris. Monsieur Biya est venu plusieurs fois nous insulter à Paris. C'est un monsieur qui aime le rapport de force. C'est un monsieur qui aime dire que me voici donc. Il est allé dire me voici donc à Genève. Il est allé dire me voici donc à Lyon. Il revient dire me voici donc à Paris. Que vous allez faire quoi? Mais si on a réussi à le recaler au Cameroun, parce que désormais il a besoin d'un passeport de la diaspora pour mettre son pied en diaspora, il faut que lorsqu'une fois de plus, le président donc, qui a été démocratiquement élu, prend sur lui, ok, son agenda de dire qu'il va revenir à Paris, rencontrer cette diaspora-là, eh bien, les gars, qu'est-ce qui va nous traîner maintenant, nous freiner, de nous lever en masse et en cascade, et d'y aller rencontrer ce monsieur-là. Ce monsieur-là qui donne sa vie pour nous. Ce monsieur-là qui a tout sacrifié pour les Camerounais. Ce monsieur-là qui a décidé que oui, jusqu'à la gare, il va défendre vos droits. Il va défendre vos libertés. Mais il y a une chose que j'ai toujours dit et que j'ai répété tous les soirs. C'est que on ne peut pas abandonner le combat à lui seul. On ne peut pas abandonner le combat à un parti politique. Zéro. Le combat doit être un combat d'ensemble. Le combat doit être un combat de tous les Camerounais. Donc continuons. Continuons que chacun prenne sur lui cette responsabilité. N'allez même pas là seulement parce que c'est aller là-bas parce que c'est celui-là qui gère en tout cas qu'on a choisi pour diriger cette résistance. Et si vous êtes là si vous voulez réellement manifester votre désarroi, en tout cas votre désaccord, si vous êtes conscient en quelque sorte que le Cameroun va mal, eh bien les gars, levez-vous, faites des posts, publiez sur ça, ne vous détournez pas, ne vous laissez pas entraîner, n'est-ce pas, dans le royaume de ceux qui veulent vous traîner dans leur royaume, dans la toile ou un peu de partout. Lorsque j'ai réussi à aller dans mon fil d'actualité ou bien n'importe où dans Facebook, j'ai envie de voir Kamto, présence de Kamto, qui est grand meeting, j'ai envie. Mais il me semble que je ne vois pas ça. Je suis un peu éclairé, j'ai envie de voir. Les gars, j'ai envie de le voir. J'ai envie de voir ça, d'ouvrir comme ça. J'ai envie que quand on m'envoie les liens qu'on m'envoie tout le mois dans mon inbox, là, mon téléphone ne respire plus. Maintenant, je laisse mon téléphone sur silencieux chaque jour. Les gens m'appellent et se plaignent, même quand on m'appelle, je ne décroche pas. Juste parce que tellement j'ai reçu les liens sur des histoires endormies debout et que je clique tous les moments en pensant que peut-être on peut parler de la visite du meeting du président. Je ne vois rien et que j'ai mis mon téléphone sur silencieux. Hein? Donc, les gars, nous sommes en 2020. C'est une année pendant laquelle M. Biya doit dégager. Et le rapport de force n'est pas un rapport de force avec l'armée, ce n'est pas un rapport de force avec, je ne sais pas comment il veut dire ça, ce n'est pas un rapport de force avec, voilà, la violence, avec les armes, avec les canons, avec la justice. C'est un rapport de force avec la